travailler sur les récits de sorcières, parce que la sorcière nous interroge. La sorcière, c'est une figure de marginale, une figure de réprouvé, et je voulais qu'ils réfléchissent un petit peu aux assignations identitaires, aux stigmatisations, à la discrimination, et au fait que très souvent ces violences frappent les femmes. On les a incités à travailler sur ce texte également parce qu'il y a 2 artistes qui ont été invités avec la collaboration de la DAC, la Direction des Affaires culturelles, à venir en Guyane pour prolonger un spectacle qu'elles avaient commencé à Paris, un spectacle intitulé « Cherche la sorcière ». Ces artistes sont comédiennes et musiciennes. Il s'agit d'Alexandra Fournier et de Marjorie Delcaz. Alors toutes les 2, elles ont pris en main nos étudiants, et je dois vraiment les remercier ici, parce qu'elles les ont coachés, formés, désinhibés, encouragés pour lire leurs textes. Je vous demanderai aussi beaucoup d'indulgence, parce qu'on a eu très peu de temps pour préparer ce petit spectacle. En fait, on a eu une dizaine d'heures à peine pour répéter, pour écrire, pour corriger, raturer, reprendre, etc. Mais l'important, c'est que le travail a été fait, et il a été fait de bon cœur, avec beaucoup de bonne volonté et aussi de bienveillance entre nous. Donc je vous remercie aussi d'avance pour votre écoute bienveillante. Et j'en profite pour vous demander de mettre vos portables sur silencieux, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Je voudrais remercier bien sûr la direction de l'université, la direction du DFR-LSH qui nous a soutenus dans ce projet, et la DAC qui nous a permis d'inviter ces 2 artistes en résidence à l'université et de rencontrer nos étudiants. Et puis, je voudrais surtout remercier nos étudiants qui ont joué le jeu. C'est toute une classe. Vous ne verrez que quelques-uns d'entre eux, ceux qui ont bien voulu monter sur scène et dont les textes ont été sélectionnés. Mais voilà, il y a toute une petite troupe derrière qui est là, qui est bien vivante et qui a plein de choses à dire. Bon spectacle. Moi, Antama, j'ai été accusée de sorcellerie. Moi qui jamais n'ai songé à nuire à autrui. J'étais dans la fleur de l'âge. Je découvrais seulement la liberté du monde des adultes. Je pouvais décider aujourd'hui de parcourir mon abatis, demain d'aller sonder les eaux du fleuve à la recherche de poissons. À l'heure où les courbes de mon corps de femme atteignaient leur maturité, où enfin je pouvais jouir de mon être et de mon esprit comme bon me semblait, voilà que le destin décida de faire pleuvoir sur moi la sentence éternelle des accusations. La jeune femme que j'étais, qui avait pourtant vécu une enfance sans éclat, ne s'imaginait pas alors comment de simples mots ont le pouvoir d'enterrer une âme. On me reprochait d'avoir jeté le mauvais œil sur la fille des voisins. J'étais celle qui, à 20 ans, n'avait toujours pas enfanté, celle dont on disait que les entrailles étaient noircies, celle qui n'avait pas pris de mari. De voir cette famille si heureuse, j'avais développé une jalousie pour mes voisins. La personne maléfique et lâche que j'étais avait décidé de s'en prendre à l'être le plus fragile, le plus innocent, le plus vulnérable. Ma amie avait été prise d'une maladie soudaine, qui ne semblait plus vouloir la quitter. Cela faisait plusieurs mois que l'enfant était alité, ne disait mot et se vidait lentement mais sûrement de sa substance. Une fois que les incantations, les décoctions, les bains et les macérations des guérisseurs se montrèrent inefficaces, les regards sondèrent le village à la recherche d'une cause, une explication, un coupable. Antama la solitaire, sans enfant, sans mari, sans parents, se présentait comme une pièce de choix. Ne m'avait-on pas vu le soir déambuler aux abords de la forêt? N'était-ce pas moi qui, seul sur ma pirogue, flottais sans but précis sur les eaux du fleuve? Aux yeux des villageois, ma différence faisait ma culpabilité. Personne ne s'était jamais dit. Peut-être qu'elle est seule car depuis la mort de ses parents, elle a dû survivre, chasser, planter, cultiver et cueillir seule. Peut-être que l'odeur
suave du fleuve, l'oblige à s'attarder sur les flots, sujette à une extase indicible, savourant le silence. Le silence. Je l'avais perdu. Ce village qui m'évitait, fuyant le malheur qui persistait à s'accumuler autour de moi, avait enfin trouvé le moyen de me faire payer ma différence. Mes voisins partirent s'installer à l'autre bout du village et emmenèrent ma amie aussi loin de moi que cela était possible. Elle ne se remit pas de sa maladie. On la baignait dans des macérations, on priait les ancêtres, mais elle ne bougeait plus, elle ne parlait plus. Je n'étais pourtant pas née sorcière. Le jour de ma naissance, aucun arbre n'avait été arraché par la foudre. Mon entrée dans ce monde fut silencieuse. Rien n'indiquait que j'étais habitée par un mauvais esprit. Non, on m'avait faite sorcière. On m'avait habillée de toutes sortes d'accusations. Et dans le regard des autres, mon visage si anodin s'était couvert d'un voile de mystère. Mes gestes, pourtant inoffensifs, s'étaient chargés de méchanceté. À chaque regard tranchant s'ouvrait en moi une blessure supplémentaire, par laquelle je sentais s'écouler mon essence. Ce soir-là, j'étais brisée de l'intérieur, mais demeurais calme. C'est le cœur froid que j'avais vu monter dans les airs, les flammes qui dévoraient ma case. Mes souvenirs étaient emportés dans les airs par des bras brûlants. Une fois au sommet de la pyramide flambante, ils étaient déchiquetés. J'avais assisté à ce spectacle seul, debout dans la lumière du bûcher. Aucun villageois n'était sorti de sa case. La nuit sans lune régnait à nouveau. La lumière s'était éteinte avec le feu, et les crépitements s'étaient envolés. Mon corps s'ébroua, et je dirigeais mes pas vers les arbres. Le vent dans leurs branches murmurait à mes oreilles, ce qu'au fond de moi je savais déjà. Je n'étais pas faite pour ce monde. Je n'aurais jamais pu prétendre marcher avec les hommes, car nos pas soulèvent des mélodies différentes. Ma place était sûrement ailleurs. J'évoluais plus avant dans cette forêt dense. Les branches se dressaient devant mon corps, s'accrochaient à mes habits et en gardaient les lambeaux. Elles eurent vite fait de me laisser dans le plus simple appareil. La pluie avait commencé son concert, et doucement, ses gouttes vinrent conduire mon corps. Elle était chaude, cette pluie. Et c'est ainsi que dans les larmes et la paix, je m'enfuis dans les profondeurs de la forêt. Moi, Antama, je retournais dans le ventre de la mer. Organisés dans mon village, les habitants des villages voisins qui venaient y assister me regardaient avant tout, avec surprise, puis avec dégoût. Depuis mes 5 ans, ma pupille, Aleïla, s'était décidée de s'occuper tout particulièrement de mon éducation. Elle était connue pour être une grande guérisseuse, car elle parlait avec les plantes et les esprits de la forêt, qu'ils soient bons ou mauvais. Elle avait décidé de m'initier au Biaï pour que je puisse perpétuer la tradition familiale. Elle s'était assurée que j'utilise mon savoir et mes pouvoirs qu'à bon escient, car une guérisseuse était avant tout une personne qui ne faisait que le bien. Biaï, ce mot je l'ai entendu durant toute mon enfance, et jamais il ne m'avait paru malfaisant. Au contraire, quand je l'entendais, j'avais un sentiment de fierté. Pourquoi redouter ce mot alors qu'il était associé à la bonté, à la guérison, à un monde certes invisible pour les autres et dangereux selon la Dieu, mais tellement juste pour moi. Maintenant, seule, affamée,
ligotée et prisonnière dans ma propre case. Quand j'y repense, j'ai envie de pleurer et de rire tout à la fois. Je voudrais pleurer d'abord parce que j'ai vraiment été bête de croire mon père quand il me disait que je serais heureuse dans ma nouvelle famille et que jamais je ne connaîtrais la souffrance. Mais j'ai aussi envie de rire, car mes grands-parents avaient raison de penser que je ferais de grandes choses. Seulement, ils n'avaient pas pensé que ce serait normal. On me reproche d'avoir une relation avec un assaillant, un loup-garou, et de porter son enfant, et non celui de la loi. On m'accuse de le tromper, en utilisant mon savoir et mes pouvoirs, pour qu'il ne puisse rien deviner. C'est ridicule. Voilà ce que j'ai pensé au début. Qui croirait à des inepties pareilles, sorties de la bouche de ma belle-sœur, Maya Poli, qui ne m'a jamais porté dans son cœur, et qui me voue une haine totale. C'était un mensonge trop énorme pour que j'y porte réellement attention. Ce que j'ai été bête de penser cela. Malheureusement, la réalité m'a vite rattrapée lorsque j'ai perdu mon fils, mon bébé, et mon mari le même jour. Mon monde s'est écroulé. Pourquoi je n'avais pas dû venir? Pourquoi je pouvais aider une femme à sauver son homme de la folie, ou une autre avec son enfant au monde sans incident, quand je ne pouvais garder ma propre famille en sécurité? Bien sûr, Maya Poli en a profité pour me médire encore plus, mais je m'en fichais, tant ma douleur était profonde, et que je n'étais plus qu'une coquille. Je me rappelle de l'odeur de fumée, de la chaleur des flammes et des cris, surtout des cris de mes beaux-parents, suppliant qu'on me laisse tranquille, la sensation de lourdeur de mon corps, puis le noir total. À mon réveil, la première sensation fut un mal de tête horrible, puis la douleur d'avoir les poignets attachés. J'étais désorientée. Où étais-je? Pourquoi étais-je ligotée? Où étaient mes beaux-parents? En faisant bien attention, je me rendis compte que j'étais chez moi. Puis, la Louane, ma meilleure amie, est arrivée en me demandant si j'avais dit. Je n'ai pas eu le temps de lui répondre, car ma Yellow est arrivée en riant et me frappa en me traitant de meurtrière. Je ne comprenais pas. Meurtrière? Pourquoi? Qui avais-je tué? De quoi parlait-elle? Pourquoi ma meilleure amie ne faisait-elle rien? Je ne l'arrêtais pas. J'étais totalement perdue. Le reste est flou dans mon esprit. Je me souviens d'avoir été accusée d'avoir assassiné mon mari en envoyant un bâton lors de sa partie de chasse pour le tuer, ainsi que d'avoir piaillé mes beaux-parents pour les éliminer en allumant un feu dans leur case afin de faire disparaître leur corps. J'ai tenté de me défendre, mais à chaque fois que j'essayais, Tawila Louane qui m'avait tourné le dos, ou Maya Poli me frappait. J'étais enfermée dans ma propre case, attachée près de mon lit mobile, mais je n'avais pas le droit d'y dormir. Chaque jour, j'étais battue, humiliée, affamée. J'ai tenté d'appeler à ma rescousse mes précieux esprits, mais aucun ne m'ont répondu. Je n'avais droit qu'au silence. Je n'étais donc pas née sorcière, et je suivais à la lettre ce que m'avaient appris mes grands-parents. Respecte ton prochain, respecte la nature, les esprits, et surtout, utilise tes pouvoirs car bon escient. Le mal n'apporte que le mal, détruit, évite son chemin. Telles étaient les paroles de mon toucher. Comment suivre ces conseils quand je ne ressens que haine, colère et trahison? Imawale et Ewalo, esprits dans les villageois avec beurre bleu, avaient raison. J'aurais dû me défendre dès le commencement, et ainsi, je n'aurais pas perdu les êtres qui comptaient le plus pour moi. Maintenant, le village n'existe plus. Il ne reste plus que des cendres, des corps sans vie, et moi, bien chez nous, sale blanche, comme ils aimaient m'appeler, couverte de sang au milieu de ce chaos. Et regardons, mes deux complices, Imawale et Ewalo, seuls esprits à m'avoir aidé, danser autour des cadavres en riant. Ne dit-on pas qu'on récolte ce qu'on a semé? J'ai été accusée de sorcellerie. Mon prénom, qui signifie neige en mandarin, ne m'a pas sauvée de ces terribles accusations. Puis je suis née en plein hiver, alors qu'il faisait un froid glacial. En 1877, dans un petit village, peu peuplé situé sur une colline, bordée d'arbres, isolé du monde. Ma mère a dit que je ne pleurais pas quand je suis née. La sage-femme a dit que quand les nouveau-nés ne pleuraient pas, cela symbolisait la malchance.
Alors elle m'a attrapé à l'envers et m'a férocement tapoté les fesses. Je pleurais immédiatement, ce qui résonna dans tout le village. Je suis la seule enfant dans la famille. Je grandis avec ma mère et nous étions inséparables l'une de l'autre. Alors je me suis habituée à travailler dès le petit matin. Je n'ai pas le visage des autres enfants insouciants qui sourient et jouent. Dès ma naissance, j'ai été une enfant qui ne pleurait pas et sans émotion, comme l'air. Je n'ai jamais connu mon père et les autres membres de ma famille. Ma mère n'a jamais mentionné ses actions. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a répondu par le silence. J'ai quand même entendu que le membre de ma famille était mort de la maladie après la grossesse de ma mère. Les villageois pensent que je suis maudite et parlent très rarement avec moi. Ils pensent que je suis une sorcière. On me reproche d'avoir des rêves prémonitoires. Enfant, je faisais souvent des rêves. La plupart de ces rêves devenaient réalité. Je rêvais d'une forte pluie, l'eau submergeait alors les champs de nos cultures. Je rêvais d'un coup de vent brisant l'arbre à l'entrée du village. Je voyais ensuite l'arbre déraciné dans la réalité. Je rêvais de la mort d'un vieillard, un jour d'automne ensoleillé. Cet homme s'étreignait dans la lumière le lendemain de mon rêve. Il semblait que tous mes songes étaient tristes. Et chaque nuit, après m'être endormie, je vivais un tourment. Et chaque jour après l'éveil, j'étais terriblement effrayée. En dépit de ces situations difficiles, j'avais quelques petits plaisirs. Quand l'obscurité tombait, je me montrais sur le toit pour regarder les étoiles scintillant dans le ciel noir. Il y a quelques jours, cependant, j'étais allongée sur le toit comme d'habitude. Je me suis endormie progressivement dans cette position, jusqu'à ce que je sois réveillée par des cris. Sauve-moi, je ne veux pas être noyée, je t'en supplie, sauve-moi. Je me suis assise, perdue dans la plus profonde obscurité, je tremblais et repensais à la voix misérable de ses rêves. La voix du fils du voisin, fond qui tombait dans le ruisseau, qui luttait et noyait et bientôt s'est noyé. J'ai été entourée par la nuit, mais heureusement la lune était un peu brûlante, seulement à moitié couverte par les nuages dans le ciel. Je suis descendue du toit en tremblant et je suis retournée dans ma chambre. Le lendemain soir, je me promenais au bord de la rivière. Alors j'ai soudainement entendu des voix de femmes. Sans aucun doute, elles parlaient mal de moi. Quand elles m'ont vu, leurs visages ont pâli. Et en même temps, je me rappelais du cauchemar et pensais seulement à les prévenir. Je leur dis, rentrez chez vous, prenez bien soin de vos propres enfants. Puis je suis partie avec un visage indifférent. Au début du printemps, les temps changeaient constamment. Comme il pleuvait, je m'arrêtais un moment sur un vieil arbre. J'entendis au loin la voix de la mère de fond. Quand elle me vit, elle cria. « Tu es une sorcière, quelle malveillante! Où es-tu? Qu'as-tu fait? Sûrement tu m'as entendu à ton sujet et tu me détestes. Donc tu mets mon fils alors elle est noire. Il est innocent. Innocent, c'est un enfant sage et plein de bonté. Si tu as vraiment envie de tuer quelqu'un, tu peux me tuer, mais pourquoi tu laisses mon fils? Quelle sorcière, toi! Sale meurtrière, toi! Tu vas aller en enfer bientôt! Dès lors, les villageois m'ont appelée sorcière vicieuse. Personne ne me parlait plus. Tout le monde sentait que je devrais être maudite. Depuis lors,
la malveillance des villageois était encore plus visible et virulente. Des gens venaient dans mes chambres pendant la nuit et détruisaient les récoltes. Des enfants lançaient des pierres grandes et petites sur notre maison, mais ils pensaient tous bien nager. Et même ils croyaient rentrer ainsi le monde meilleur. Moi, j'étais destinée selon eux à mourir. J'étais de plus en plus désespérée de la vie. Un soir, je m'allongeais sur le toit plutôt que d'habitude. Ma mère était à mes côtés. Elle me disait: je ne le nie pas. Quand tu étais jeune, tu t'as blâmé parce que je pense que tu étais responsable de la mort de ton père. C'était à cause de toi que ma vie était devenue ainsi difficile et solitaire. Mais un matin, quand tu avais 5 ans, tu pleurais et ne me laisses pas aller à la montagne pour cueillir des plantes médicinales. Tu m'as dit que tu avais fait un cauchemar la nuit précédente et que c'est dangereux de sortir aujourd'hui. Quand je suis restée à la maison, et le midi de ce jour-là, une partie de la montagne s'est effondrée. C'est une personne appelée sorcière qui m'a sauvé la vie. Je écoute en silence et ne parlais pas. Tu le sais bien. Même si tu es une sorcière, je reste ta mère pour toute la vie. Ma mère, après ces mots, m'étreignait dans ses bras. À ce moment, j'ai réalisé que toutes les choses sont une double face. Même si c'était une malédiction, mon don pouvait me permettre de sauver des gens. Je n'étais pas née une sorcière, et ces mots ont toujours été pour moi une insulte, car ils ne disaient rien de moi, de qui j'étais. Ma mère avait raison. Non, je n'étais pas née sorcière. Et je n'en étais pas une. Maintenant que j'ai 75 ans, ma mère m'a quittée. Je vis seule, mais les villageois me respectent désormais. On a fini par reconnaître le bien que je peux faire autour de moi. Et tout le monde m'appelait avec respect. Maîtresse Dieu. Moi, Émilie, j'ai été accusée de sorcellerie. Je rectifie. Je me suis accusée de sorcellerie. D'être un monstre dans cette société. Mais avant tout, je vais vous éclairer. Émilie J. Voilà comment je m'appelle. J'ai fêté mes 20 ans il y a quelques semaines de cela, non loin de mon village natal, Bastogne, situé dans les Ardennes belges. Je vis seule avec mon chat prénommé Pâte Blanche. Je vous laisse deviner pourquoi. Et ce, depuis quelques mois, en plein milieu de la forêt. Je me demande parfois pourquoi j'ai voulu quitter la civilisation comme on dit. Mais quand je baisse les yeux sur mes mains, je comprends à nouveau. Bien que téméraire et n'ayant peur de rien, j'étais effrayée par moi-même. Je possède plusieurs dons incroyables. Mais celui que j'ai découvert avant tous les autres était celui de guérir les personnes à la seule force de mes mains. On nous appelle guérisseurs, chamans et même sorcières. En soi, il faut avouer que c'est génial de se dire supérieur aux autres. Mais cela m'a glorifié quand je l'avais découvert. Quand j'avais environ 7 ou 8 ans, je croyais dur comme fer aux histoires de fantômes, de sorcières et j'en passe. Mais au fond de moi, je savais que cela n'était que des histoires racontées aux enfants que pour les effrayer. Quelque temps après, mon meilleur ami est décédé d'une mort mystérieuse. Et c'est là que je commençais à ressentir des choses nouvelles, à voir de nouvelles choses, voir ce que personne ne pouvait voir.
Mais l'étendue de mes pouvoirs n'était pas encore débloquée. Petite, je me souviens du jour où, pour la première fois, je vis ce qui s'apparentait à la mort. Je me souviens même très bien de la situation. Je réalisais un stage d'éducation en internat, non loin de la frontière française. La ferme était assez vieille, mais n'inquiétait personne. Un soir, au moment d'aller se coucher, une camarade éteignit la lumière. Il faisait noir, mon regard était attiré par la fenêtre, et je vis un crâne. J'ai commencé à hurler. Et une des filles avec qui j'étais a allumé la lumière. On me demanda de ce qui m'avait pris de crier, mais je ne disais rien. Je pointais le crâne, mais rien. J'ai cru que je devenais folle et que c'était juste une hallucination. Pourtant, c'était bien réel. Je l'avais vu, ce crâne. Après cela, je me méfiais du noir. J'avais peur que ce fameux crâne débarque de nouveau. Quand j'avais environ 10 ans, je commençais à faire des rêves prémonitoires. On m'a toujours dit que cela n'était qu'une sensation de déjà-vu, mais je n'y croyais pas. Les années passèrent, je ne me tracassais plus de ce qui se passait autour de moi. Je me disais juste que j'avais beaucoup d'imagination. Il est vrai que j'en avais pas mal, mais les événements que j'ai pressentis quant à eux étaient bien réels. Le pire fut cette nuit de musique envoûtante, de lumière et de foule dansantes. Et soudain, ce déchirement, des mitraillettes, ces cris et ces pleurs qui mentent encore aujourd'hui. J'avais vu l'attaque du Bataclan. Je savais pour les attentats du 13 novembre. Mais qu'aurais-je pu dire? Et surtout, qu'aurais-je pu faire? On me reproche de ne pas avoir révélé au monde ma véritable nature, celle d'être une sorcière. Qui voudrait croire une personne qui pressent les événements qui arrivent? On préférait encore me prendre pour une folle jusqu'à ce qu'on décide finalement de me coller la sombre étiquette de sorcière. Je ne suis pas complètement responsable de ce que je suis aujourd'hui. Mon ami Tony est tout autant responsable. Quand j'avais 17 ans, c'est lui qui a débloqué mes pouvoirs, sans le vouloir. Son intention n'était pas mauvaise, il voulait me faire découvrir le vrai magnétisme, celui qui utilise les chamans pour lui. Puis, une autre amie m'a fait rencontrer des semblables, qui m'apprirent comment utiliser mon énergie à bon escient. Ils m'expliquèrent qu'il fallait faire le choix de guérir ou de détruire. Je débloquai par la suite la capacité à pressentir l'avenir. Ce n'était plus des rêves prémonitoires comme quand j'étais enfant. Mon comportement changeait. Je ne me sentais pas bien. La mort rôdait non loin de moi. Généralement, 2 jours après, un drame se produisait. M'ayant interdit de révéler ces pressentiments au monde, j'ai préféré me cacher dans la forêt, non loin de Bastogne. C'était pour moi le meilleur moyen de ne pas avoir de remords. Je n'étais pourtant pas née sorcière. Ma mère me révéla quelques années après que mes pouvoirs m'avaient été transmis par mon arrière-grand-mère. Cette femme, que je n'ai pas eu l'occasion de connaître, était coupeuse de feu. Pour moi, une sorcière n'était pas forcément un être maléfique, mais juste quelqu'un avec des dents. Je ne me rendais pas compte qu'avoir des dents signifiait qu'on allait le rejeter signifiait qu'on allait être rejeté par la société. Je vous remercie d'avoir entendu mon histoire, mes aveux jusqu'à la fin. Moi, Émilie J, âgée de 20 ans. À l'heure où je vous parle, je suis malheureusement dans un hôpital psychiatrique. J'y suis internée depuis plusieurs années. Tout ce que je viens de vous raconter est selon les lecteurs, le pur fruit de mon imagination. Qui voulez-vous croire à présent? Moi, Dara, j'ai été accusée de sorcellerie. L'appellation a jailli, comme ça, hors de la foule devant laquelle je m'exprimais. Déconcertée, je m'arrête un temps, ce qui permet au mot de surgir à nouveau. Sorcière. Je cherche du regard le cri de fête et le trouve assis au 4e rang. Un garçon Njuka, un sourire goguenard collé sur les lèvres. Fière. Je le fixe un moment et décide de l'ignorer. Je reprends mon monologue là où je l'ai arrêté, mais bientôt le mot résonne de nouveau.
sorti d'une bouche différente. Sorcière. Je serre les dents et poursuis malgré tout. Sorcière. Une fille aux cheveux tressés rejoint le garçon hilar. Sorcière. Une autre fille, brésilienne, amoureuse et perdue du premier crieur. Sorcière. Sorcière. C'est alors 5, 10, Sorcière. 30 autres Sorcière. voix qui se joignent à celles du Sorcière. garçon Njuka. Sorcière. Ensemble, elles font trembler le chapiteau. Les gens, pensant que cette scène fait partie du spectacle, se tournent de temps à autre vers le groupe rassemblé maintenant à l'arrière de la salle, l'air amusé. Je m'y têtus complètement et les observais. Mes camarades, Je n'avais rien de différent d'eux. Je n'avais pas la peau plus blanche, ni plus noire, pas les yeux plus clairs, ni plus sombres, pas d'accent, pas de membres en moins ou en plus. Physiquement, je ne me distinguais en rien de l'un d'entre eux. Alors pourquoi? Mon esprit, engourdi par la rengaine des élèves, a un sursaut. Mes bras tombent le long de mon corps, inerte, inutile. mes Mes yeux papillonnent afin d'y chasser les larmes qui veulent s'y accumuler. J'avais compris. Sorcière. Ne désignait pas le fait que je sois différente d'eux par le physique. Non. Sorcière, dans ma langue maternelle, se traduisait par Wishuma. wishi, pour causer la perte de la famille. Je quitte la scène, rassemble mes affaires et prends la direction du vieil hôtel désaffecté que j'affectionnais en raison de sa situation. Il avait été construit en hauteur et surplombait la plage et ses rochers. Je ne pris pas le temps de m'arrêter sur le passage, mais saisis au vol un morceau de conversation. Qui est-ce? Dessaridara, la fille d'un gros bonnet et d'une obiamane d'un village perdu de l'Ouest. Pourquoi l'appelle-t-il ainsi? À ce qu'on raconte, elle aurait abattu son père quand elle avait 14 ans. Voilà, c'était cela. On me reprochait encore et toujours ce même crime. Des circonstances, on n'en parlait jamais. Le meurtre, les coups, les fautes, on les retenait. Encore une fois, on préférait retenir les causes apparentes plutôt que celles qui étaient invisibles, cachées. Parce que nous sommes humains et que notre capacité de jugement est atrophiée par notre incapacité à distinguer les causes des conséquences. Tu as fait ça, donc j'en déduis que tu es comme ça. Je porte un jugement fondé uniquement sur ce que je vois, ce que je sais de toi, bien que je ne te connaisse pas. On me reproche d'avoir tué mon père. C'est vrai, je l'ai fait. Je l'avoue, je n'en conçois aucune peine, mais aucune joie non plus. Je l'ai fait. Pour me sauver, et parce que j'étais désespérée. Je l'ai fait. Car il n'y avait rien d'autre à faire. Il le fallait. Tout le monde le sait. Tout le monde est obligé de le reconnaître. Il le fallait. Mais personne ne me soutiendra jamais. Même 20 ou 50 ans après ma mort, lorsque mon nom sera évoqué, ce sera pour effrayer les enfants, du genre « Si tu n'es pas sage, Dara viendra te chercher et te couper les pieds. » Pourquoi les pieds? Je ne saurais le dire. C'est pour le folklore, je suppose. Mon père, je lui ai tiré dessus. Ce n'était pas mon intention au départ. J'avais 14 ans. Pour me protéger des gens d'ici, ma mère m'envoya chez l'une de mes cousines, hors du département. Je passais là-bas ces 6 dernières années. À l'aube de mes 21 ans, je décidai de rentrer à cause du mal du pays. Cela faisait maintenant 6 mois que j'étais à nouveau ici, en Guyane. Et mon passé m'avait rattrapé. Le dos plaqué contre un coin de mur, les jambes pendues au bord du vide qui s'ouvrait devant moi. J'étends mes bras, ferme les yeux et me laisse verser. Il m'arrive encore, des journées comme celle-ci, de revenir sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Je me souviens m'être réveillée en sueur, prise d'un mauvais pressentiment. À côté de moi, la couche habituellement occupée par ma petite sœur était vide. Je me levai, marchai sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre de mes parents et entrouvris la porte. Seule ma mère était présente dans le lit. Le cœur battant à tout rompre, je me précipitai hors de la maison et courus jusqu'à une case circulaire, faite de bois et d'un toit de palmiers tressés. L'Obiaosu. Là, j'aperçois mon père, certains de mes oncles et cousins, et d'autres hommes en cercle, regroupés autour de ce qui semble être un paquet de linge ensanglanté à terre. Le cœur au bord des lèvres, je m'approchai et finis par distinguer nettement le paquet. C'était ma sœur, enroulée dans sa couverture,
couverte de sang et d'un liquide blanc à l'odeur de javel. Pour l'avoir senti plusieurs fois sur ma propre peau, je n'eus aucune peine à l'identifier. Il s'agissait de sperme. Alors, sans bien comprendre ce que je faisais, j'ai saisi le fusil à canon scié que l'un des hommes emmenait toujours avec lui, chargeait et tirait. Je fis feu 4 fois avant qu'il ne m'arrête. Sur les 3 hommes que j'avais touchés, 2 étaient grièvement blessés. Le 3e était mort, mon père. C'est pour avoir voulu sauver et venger ma sœur que je suis accusée d'un crime que je paye encore. Je n'étais pourtant pas née sorcière. J'étais née Dara, Première fille de ma mère, première petite fille métisse de mon grand-père, la fierté de ma famille. Après ce soir-là, je suis devenue paria, non pas à cause de ce que j'ai fait, non pas à cause de la mort de mon père, comme le comprennent les créoles et les blancs. Non. Pour les bouchis, j'étais une sorcière à cause de l'interruption d'un rituel qui, au dire de certains, serait ancestral et sacré. La défloration d'une jeune vierge à ses premiers sangs. Pour cela, je méritais les insultes et les huées, et nul ne pouvait plus convenir que j'étais de leur communauté. Moi, Laurence Kest, j'ai été accusée de sorcellerie. Je ne sais rien de la sorcellerie, excepté l'image qui en est donnée dans les livres et dans les contes. Je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Et pourtant, en ce soir, je me retrouve ici à m'expliquer sur des faits dont le sens a été détourné. Je suis moi. Je n'ai jamais été rien d'autre que moi. Ce n'est pas parce que vos femmes ne savent pas être indépendantes que moi, l'indépendance fait de moi quelqu'un de bizarre. Et par bizarre, j'entends sorcière. Et puis c'est quoi une sorcière, hein? C'est une vieille femme, le visage couvert de verrues qu'on aimerait percer et éclater, qui se balade les soirs de pleine lune sur un balai d'époque avec une apparence morbide. C'est ça une sorcière? D'ailleurs, il n'y a pas que les sorcières qui se baladent les soirs de pleine lune. Mais ça, on en parlera plus tard. Je m'en permets de voir, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Laurence, Laurence Kest. Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez sûrement mon père, mon frère et mon mari. Je suis né en Arabie Saoudite, mais mes parents sont émirats. J'ai repris le flambeau de l'entreprise Kidman Security fondée par mon père et aujourd'hui je la maintiens à flot. C'est une entreprise qui roule sur tout et sur tout le monde, mais ça il ne faut pas le dire. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je n'ai que 25 ans. Le premier d'entre vous qui dit un quart de siècle, je lui jette le sort. À 20 ans, j'acquirais un BTS en gestion d'entreprise et je reprenais le travail de papa là où il l'avait laissé. On m'accuse de sorcellerie, on m'accuse d'avoir tué mon père. Pourquoi aurais-je tué mon père? Il n'y avait aucune raison à cela. Il est vrai qu'il n'était pas souvent là, mais quand j'avais besoin de lui, même s'il était hors du pays, il faisait le voyage, il rentrait à la maison pour moi. Et vous m'accusez de l'avoir tué. Selon l'autopsie, il serait mort en tombant de notre immeuble à Moscou. Il y a 36 étages, il serait tombé du dernier. Ce qui provoque toute cette spéculation et cet engouement autour de cette affaire est qu'il est impossible de tomber d'une telle hauteur étant donné que le seul accès qui existe est le toit, sauf si l'on brise une vitre, ce qui n'a pas été fait. Après lui, nous avons subi des différents problèmes, différents coûts financiers. Mais Teddy, mon père, a repris le flambeau et a remis l'entreprise de papa sur les rails.
Il a gardé tous les employés, même s'il savait que financièrement, nous ne pourrions pas continuer ainsi longtemps. Moi, ça ne me posait aucun problème. Mon mari, qui travaille dans la même entreprise, gagnait largement assez pour que nous puissions vivre aisément. Ils n'avaient pas fini de débiter toutes leurs âneries sur la mort de mon père, que 2 mois plus tard, on a retrouvé Titi mort dans notre succursale de Vancouver. Son corps gisait devant une voiture. Derrière celle-ci, il y avait des traces de freinage. Certains disent que la voiture l'aurait écrasé. L'autopsie a confirmé, du moins a démenti ces affirmations, et a indiqué que la voiture n'avait absolument rien à voir dans l'histoire. Il reste maintenant mon mari. Que lui est-il arrivé? Il se trouve que de Kidman Security, je suis l'adjointe, j'en possède une partie et mon mari en est le président. Il a été retrouvé mort dans son bureau, par moi. Quand je suis arrivé, sa secrétaire n'était pas là. Il gisait sur son bureau, la tête posée. Une balle avait traversé son cerveau. Les enquêteurs ont décidé, du moins affirmé, qu'ils connaissaient son assassin vu qu'il n'y avait pas de traces d'effraction. Étant donné que je suis la seule qui reste encore en vie parmi tous ceux qui gouvernent, que je suis une femme, ajoutez à cela le fait que je sois noire, je fais le bouc émissaire parfait, ou du moins la sorcière parfaite. Mais est-ce vraiment de cela qu'il est question? Je ne pense pas. Je pense que tout ceci n'est qu'une mascarade. Je pense que vous l'avez tué et que vous essayez de m'en faire porter le chapeau. Je suis condamné, je le sais très bien. Vous pouvez tout me prendre, mais vous ne pourrez jamais me prendre ma liberté de penser. Ma liberté de penser que tout ceci n'est qu'une mascarade dans le but d'évincer la femme noire au pouvoir. S'il y a bien quelque chose que je retiens de ce qui m'arrive ce soir, c'est que par la réputation que vous m'avez offerte, il n'y a pas de rédemption pour moi. Par les médias, vous m'avez condamné, vous m'avez mise en détention dans l'esprit des gens. Le ciel, s'il m'entend, pourrait me sauver. Mais je n'y crois pas. Moi, Céleste, j'ai été accusée de sorcellerie. Je suis née une sombre nuit de novembre en 1774 dans une ville nommée Veracruz, au nord de Bahia, au Brésil. Je suis considérée comme la plus belle créature de cette ville, avec mon hétérochromie, j'ai un œil violet et un autre bleu foncé, ma peau bronzée et mes coups là où il faut. Créature, oui, car c'est ce que je suis, et vous saurez très vite pourquoi. Je suis née d'une liaison entre un aristocrate blanc et une domestique noire à une époque où les groupes n'avaient aucun droit et étaient traités comme des meurtriers. On me reproche d'avoir envoûté et assassiné les hommes de cette vie. Depuis toute petite, je savais que j'étais différente. Les gens me regardaient bizarrement. Est-ce parce qu'ils me jugent impure à cause de mon métissage et de mes yeux bizarres? Ou est-ce parce que je suis pauvre? Je ne sais pas. Je demandais à ma mère pourquoi les gens ne m'aimaient pas, pourquoi ils m'évitent. Elle me disait c'était parce que je suis pauvre, mais je savais qu'elle me mentait. Je me regardais dans la glace et m'interrogeais sur la couleur de mes yeux, mes cheveux roux comme les flammes, ou sur l'origine de ces traits. Tant de questions demeuraient sans réponse. Le soir, j'entendais ma mère pleurer.
et je sentais sa souffrance, mais je ne savais pas quoi faire. Puis, j'ai compris pourquoi j'étais différente. Ils étaient blancs ou noirs et j'étais la seule métisse. J'ai questionné maman. Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi ma peau est si différente? Elle m'a regardée comme si je venais de la gifler. Elle ne m'a pas répondu et est partie en courant dans la chambre avec les larmes aux yeux. Je n'ai rien compris et je n'ai pas insisté. Je me demande encore où est ma place dans cette société noire et blanche, sans trouver de réponse. Un matin, en allant dans la forêt, j'ai trouvé une cabane en brûlée. Ma conscience me disait de m'enfuir, mais ma curiosité a pris le dessus. Je suis entrée, j'ai vu tout était détruit, calciné. Mais au moment de m'en aller, j'ai aperçu sur une vieille armoire, à moitié brûlée, un livre noir. Il était là, intact, sans aucune égratignure, comme si quelque chose le protégeait. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai été attirée par ce livre. C'était comme s'il m'avait attendu, comme s'il m'appartenait. Alors, je l'ai pris pour l'amener chez moi sans que ma mère le sache. Je l'ai caché sous mon lit et j'ai attendu la tombée de la nuit. Après avoir constaté que tout le monde dormait, j'ai pris le livre, j'ai allumé une bougie et j'ai commencé à lire. Au début, j'ai cru que c'était un livre ordinaire, mais après avoir lu correctement, j'ai su que c'était un livre des incantations. Et il y avait toutes sortes d'incantations. Pour l'amour, pour la rage, pour l'argent. Bref. J'ai pris peur et je l'ai laissé sur mon lit. Je ne voulais pas me débarrasser de lui et sans savoir pourquoi, je l'ai gardé. Ce que je ne savais pas, c'est que ce livre m'allait être très utile un jour. La société empirait pour les pauvres, pour les plus pauvres avec un pouce. Ma mère souffrait de plus en plus de la maltraitance de ses patrons noirs. Quant à moi, je me sentais toujours exclue de la société. Un jour, cependant, un événement a fait basculer ma vie et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce soir-là, je suis allée me coucher tôt car j'avais école le lendemain. Je me suis réveillée en pleine nuit et ma mère n'était pas encore au lit, donc je suis allée dans la cuisine boire de l'eau. Là, j'entendis du bruit à la cave et curieuse comme je suis descendue pour voir. J'ai vu alors la pire chose de ma vie. Ma mère se faisait violer par son patron. Elle pleurait, se débattait pour s'enfuir, mais il n'y arrivait pas. Moi, je restais là sans réagir, en état de choc. Je disais que si elle avait couché, il disait que si elle avait couché avec un blanc, pourquoi pas avec lui? Je ne sais pas ce qui est arrivé après, mais une colère est montée en moi et j'ai couru dans la chambre pour prendre le livre d'incantation. Je ne réfléchissais pas. Tout ce que je voulais, c'était délivrer ma mère de son monstre. J'ai ouvert le livre, j'ai retrouvé un seul d'hémorragie interne. Sans réfléchir, sans hésitation, j'ai récité la formule en prononçant le nom du patron de ma mère avec toute ma colère, toute ma rage. Le patron de ma mère commençait à cracher le sang, tandis que ma mère pleurait hystériquement dans un coin. Je l'ai convaincue de rester tranquille et lui ai dit que demain nous informerons la police. Elle a accepté et allait se coucher. Moi, j'ai gardé mon livre de sang dans une autre cachette. Cette nuit-là, j'ai perdu mon âme. Mon cœur est devenu sombre. Nous ne sommes pas allés voir la police. Après enquête, le médecin et les policiers ont affirmé qu'il s'agissait d'une mort par accident. J'ai alors continué à jeter des sorts un peu partout pour tuer, pour faire du mal. J'ai pris goût à la magie noire et mes victimes préférées étaient les hommes puissants. Ils étaient tellement naïfs quand il s'agissait de belles femmes comme moi qu'ils ne se doutaient pas du tout du danger. Je les attirais avec ma beauté de sirène. Je prenais tout leur bien et je les tuais. Mais j'ai finalement été dénoncée à la police
qui a fait appel au curé de l'église. Ils sont venus chez moi pour me mettre en prison. J'ai été accusée de sorcellerie et condamnée à être brûlée vif en public. Ma pauvre mère a eu le même sort pour complicité. Mais avant de mourir, j'ai jeté un dernier sort en rendant malades les habitants de Veracruz. Aujourd'hui encore, on entend de très loin leurs supplications. Magie ou don, malédiction ou bénédiction, lumière ou ténèbres, jour ou nuit, bien ou mal. Qui sait quel mot me définisse? Qui sait ce qu'il représente? Moi, Céleste, je suis née des ténèbres, je suis morte dans les ténèbres. Telle est mon histoire. J'ai été accusée de sorcellerie. On m'appelle Mondédé, mais mon véritable nom est Delphine Demont. J'ai 49 ans. J'ai grandi à Saïd avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevée dans sa petite case. J'ai eu une enfance très difficile. Je n'avais pas d'amis. Un jour, lorsque j'allais à l'école à 3 km de chez ma grand-mère, un homme blanc m'a violée. Je n'avais que 14 ans à cette époque. Ce fut le début d'une jeunesse horrible, tourmentée par des viols à répétition, par des enfants qui me fuyaient et se moquaient de mes défauts. J'étais une fille plutôt enrobée, la peau très foncée, avec un œil de verre. J'étais celle à qui on n'adressait aucun mot, celle qui passait des récréations seule, celle que tout le monde ignorait. Pour mes camarades, c'était normal de me mettre de côté. Mais moi, je le vivais mal. Mais ça, ils s'en moquaient. Tant qu'ils avaient leurs amis, ils se moquaient de la petite fille noire que j'étais et qui cherchait un peu d'affection. À vrai dire, je leur faisais peur. Mais oui, c'est ça, je les effrayais. Enfant comme adulte, et je pense même que je faisais peur à Dieu. On me reproche d'avoir tué ma voisine qui s'appelait Marie-Claire. Elle avait 40 ans. Elle était mariée et avait 3 enfants. L'aîné était médecin. Le second, agent d'entreprise. Et la cadette, directrice d'école maternelle. C'était une femme qui ne passait pas inaperçue. Elle avait une telle prestance que tous les quartiers voulaient le ressembler. Voulaient ce qu'elle avait, son bonheur, son intelligence, son art oratoire, étant donné que c'était une avocate. Elle avait une belle vie. Elle avait tout, et moi, rien. Et ça m'enrageait de la voir sortir de sa belle maison et de voir que tous les regards étaient fixés sur elle. Tout le monde la regardait avec admiration et moi, on ne me regardait qu'avec pitié. Depuis la blessure qui m'a été infligée quand j'étais adolescente, on m'a toujours repoussée ou regardée avec pitié. Et les enfants se moquaient de moi et m'appelaient sorcière de Sinamari. Quant à Marie-Claire, elle ne parlait que par pitié, cette vieille hypocrite. Je le sentais. Elle ne voulait pas passer pour une femme prétentieuse, alors que ça en était une. Enfin, ça en était une jusqu'à ce fameux jour où tout a basculé. Ce fameux jour où tout a basculé pour sa famille. Il y a quelques semaines de cela, j'ai agi. Oui, j'ai agi. J'ai pris les devants pour tenter d'être plus heureuse dans ma solitude. C'était un vendredi 13.
il était particulier. Je n'ai vu des lunes rouges, mais de cette couleur, non, jamais. Elle était si spéciale. C'était un soir spécial, le jour où il fallait agir. Invoquer les esprits, la chance et la satisfaction. C'était un soir où il fallait faire un vœu. Ce vendredi 13-là, j'avais pour objectif d'accomplir ma mission. Pour ce faire, j'ai concocté quelque chose de spécial à l'aide de plantes et de fleurs nocives. J'ai utilisé du datura inoxia, la marilis, n'oublions pas le plus important, le rhododendron. Rhododendron rouge et rose aussi. J'ai laissé tout cela se fermenter une nuit. Pendant ce temps, je priais. Oui, je priais. Je priais pour que ma bouteille confectionnée soit parfaite. Parfaite pour agir le lendemain. De manière que les fleurs et plantes soient efficaces. Le lendemain, lorsque Marie-Claire est dans sa belle voiture, je l'ai interpellée, afin qu'elle vienne goûter mon thé noir. Marie-Claire, aussi belle que gourmande, n'a pas pu refuser ma proposition. Mais qui aurait refusé l'invitation d'une vieille grosse dame à moitié aveugle? Pas Marie-Claire en tout cas. Lorsqu'elle est rentrée chez moi, j'ai su bien sur son visage de la paix. Elle pensait que j'ai besoin de luxe dans ma vie. Elle regardait mes meubles avec mépris. Elle avait sorti de son sac Guess un mouchoir afin d'essayer de camoufler l'odeur de mon fameux thé noir. Puis elle s'est assise sur un petit tabouret que ma grand-mère m'a laissé en tant qu'héritage. Je lui ai tendu la tasse de thé. Elle la pèse tellement vite que j'ai pu qu'elle a arraché ma main. Enfin, peut-être qu'elle était assoiffée après tout. À peine une gorgée avalée, qu'elle s'est écroulée sur mon tapis. Je pensais que c'était juste évanouie. Hélas, non, je n'osais pas relever. Les médecins disaient qu'elle avait fait une crise cardiaque. Mais l'autopsie a déclaré qu'il s'agissait d'un empoisonnement et non d'une crise cardiaque. C'est à partir de ce moment-là, cet instant-là, que tout a changé. Que j'ai été accusée d'être une tueuse, une sorcière. Les forces de l'ordre me considéraient comme étant la principale suspecte. Comme si je n'avais pas assez de malheur. Il a fallu que ça tombe sur moi. Je lui avais juste proposé ce bon thé noir, si bon, si parfumé aux plantes toxiques, afin qu'elle puisse bien commencer sa journée. Mais non, cela a été mal interprété. Ils disent que je l'ai tué. Après tout, ils ont bien pensé. Je n'étais pourtant pas née sorcière. Et je ne me considère pas comme étant une d'ailleurs. Je suis juste une femme choc qui connaît quelques remèdes. Mais tous ces remèdes, je ne les ai pas inventés. C'est ma grand-mère qui me les a apprises parce que j'étais jeune et que je frôlais la dépression. J'avais tellement souffert dans ma vie. Mais je me suis toujours relevée. Ma grand-mère était réputée pour être une soigneuse créole. À son époque, il n'y avait pas de docteur, de gynécologue. Donc, elle faisait avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec les plantes qui étaient à sa disposition. Elle m'avait appris plusieurs recettes que j'utilisais rarement. Et celle du thé noir, c'est ma préférée, car elle entre dans les personnes qui la goûtent. Marie-Claire n'a pas été la seule à avoir goûté mon fameux thé noir. Il y en a eu bien d'autres, mais ça, c'est mon secret. Speaking
Voilà, merci.